Simplement pour vous dire que plusieurs des interventions que vous allez entendre aujourd'hui sont partiellement déjà dans cet ouvrage qui est un numéro de Gérontologie et Société qui s'appelle Maladie d'Alzheimer et droits de l'homme qui est paru fin 2017. Et où notamment il y a l'étude à laquelle Benoît vient de faire allusion qui est détaillée. Vous pouvez soit commander le numéro comme ça, soit aller sur Kern, la plateforme Kern, et télécharger des articles. Je pense qu'on a un petit moment avant la pause de discussion. Je ne sais pas si on a un ou deux micros. Oui. Avez-vous des observations, des commentaires, des questions suite aux propos riches et divers qui ont été tenus ? C'est la première qui est la plus difficile. Oui, allez-y. Bonjour, je suis Sophie Fleury, neuropsychologue à la consultation mémoire à l'hôpital de la Porte Verte à Versailles. En entendant un petit peu tout ça, moi, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. C'est par rapport à l'affirmation des droits, c'est-à-dire le droit aux soins, notamment. C'est-à-dire que souvent, lorsque la personne malade affirme ses droits en disant « je ne veux pas d'aide à domicile, je ne veux pas d'orthophonie », nous, on traduit ça par un trouble du comportement, un type d'opposition. Donc c'est là où on voit un peu la difficulté entre, effectivement, citoyen, patient. À partir du moment où on devient patient, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une catégorie particulière où l'affirmation des droits peut se traduire par la maladie, en fait. Sur le droit à s'exprimer aussi, là aussi, je me disais par rapport à l'expression, alors évidemment qu'il y a des troubles du langage qui fait que la personne a du mal à trouver ses mots, a des difficultés de compréhension par rapport aux notices d'explication, etc. Il y a à la fois l'aspect perceptif, mais aussi de compréhension. Et effectivement, droit à s'exprimer, mais s'exprimer avec leurs difficultés, c'est pas toujours facile. Et surtout, moi, j'ai toujours été un peu touchée par ce que m'avait dit un patient un jour, en me disant, mais dans les conversations avec mes enfants, je vois bien que j'ai plus la même place, on ne m'entend plus de la même manière, ma parole n'a plus la même valeur. Et donc, ils peuvent avoir le droit de s'exprimer, mais en réalité, cette expression-là, elle n'est pas entendue. C'est pas que vis-à-vis de la famille qu'il y a aussi cette incapacité, même pas à être entendu, mais à avoir un droit à parole. Je pense que les professionnels que nous sommes collectivement ont beaucoup à s'interroger sur justement cette question de laisser la place à la décision, même si la décision ne va pas être sécuritaire, ne va pas être protectrice pour la personne elle-même. Je crois que c'est au Canada qu'il y a des associations qui militent pour le droit de prendre des risques jusqu'à la fin de sa vie. Je crois que ce sont des débats très intéressants et d'autant plus lorsqu'une personne est atteinte par la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs, quels qu'ils soient, c'est quelle est la nature du risque que la société dans son ensemble, mais l'ensemble des acteurs qui la composent, acceptent comme étant une partie prenante, le refus de pouvoir être secondé. Je crois que ce sont des éléments qui doivent, en tout état de cause, se faire douter. Je pense que le plus important, c'est de douter. Le deuxième élément qui me semble avoir été exprimé aussi tout à l'heure, c'est la question de la temporalité. Si on veut, dans un monde qui va à 100 000 à l'heure, comment arriver à laisser le temps de la discussion, le temps de l'appropriation, le temps de la reformulation pour pouvoir assurer l'appropriation des messages et donc avoir des choix les plus éclairés possibles. Oui, bonjour, Pierre Corbat. Je suis médecin généraliste dans un EHPAD qui accueille des patients Alzheimer dans les confins de leur maladie. J'ai été très intéressé par votre intervention, Benjamin Pichot. En fait, j'ai réalisé qu'entre la médecine et le droit, il y avait bien des points communs. L'avocat abordant le droit par ses manques en termes de fautes et nous abordant la santé par ses manques en termes de maladie, de faute de goût de l'organisme. Mais les trois droits que vous avez évoqués dans la maladie d'Alzheimer avancée, consentir
aller, venir et le droit à la vie privée, en fait, sont brisés de l'intérieur. Ce n'est pas tellement l'extérieur qui brise ces droits, c'est l'intérieur. Leur accès est obstrué par la perte de discernement en ce qui concerne la possibilité de consentir. Quand on n'a plus que quelques mots à disposition, consentir devient difficile. Aller et venir, quand on ne peut plus marcher, évidemment, c'est un peu compliqué. Et puis la vie privée, quand on est incontinent et qu'on ne peut exercer soi-même les actes de propreté quotidienne, c'est évidemment des choses qui sont hors de portée. Et on arrive assez rapidement à des impasses, à les citer. Évidemment, c'est assez agréable de les citer, mais on est rapidement dans l'impasse. Et il me semble que nous avons un furieux besoin de ce que j'appellerais volontiers une transcendance de la fraternité ou une transcendance laïque dont les proches et les soignants sont ambassadeurs. Et je trouve que le grand mérite de la Déclaration des droits de l'homme n'est pas tellement factuel, mais c'est plutôt, dans notre réflexion d'aujourd'hui, entre autres, d'inclure les patients Alzheimer dans les confins de leur vie, dans le champ de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est peut-être ce qui nous permet de réaliser et de respecter le fait que le patient Alzheimer, dans les confins de sa maladie, est largement plus que ce qu'il nous donne à voir. Merci infiniment pour ces réflexions. Alors effectivement, là j'ai présenté les aspects pathologiques du droit, c'est-à-dire ce qui ressort des décisions de jurisprudence. On pourrait voir ce qui permet d'anticiper. Prononcer une mesure de protection, c'est justement anticiper, c'est prévenir justement l'aspect pathologique du droit. Sinon, vous avez entièrement raison, la médecine et le droit étaient intimement liés, par exemple chez les Grecs, puisque je crois que les deux déesses respectives étaient sœurs ou filles l'une de l'autre. Juste une petite remarque, cela étant, sur les droits qui sont brisés de l'intérieur. Vous avez raison, mais vous avez raison d'une manière, si je puis me permettre, aussi un peu partiale, c'est-à-dire que le droit à la vie privée, il y a effectivement une perte d'autonomie fonctionnelle, mais le droit à la vie privée, c'est avoir un cadre dans sa résidence, c'est avoir la possibilité de choisir son domicile. Donc ça n'est pas seulement effectivement une question d'autonomie fonctionnelle. Aller et venir, ça n'est pas seulement le fait de, comme vous l'avez très bien dit madame, de sortir de cet amphithéâtre ou de l'EHPAD ou de lieu de résidence, non pas fuguer. C'est aussi ne pas subir de contention, ce genre de choses. Donc voilà, il y a une brisure de l'intérieur, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une brisure de certains modes d'exercice des droits. Mais le droit lui-même ne peut pas être brisé. Et il ne faut pas que nous puissions considérer qu'il puisse l'être à un moment ou à un autre. C'est justement une sorte de renversement de la perspective, comme vous le dites très bien, qu'invite la DUDH, enfin la Déclaration universelle, quand vous dites qu'il faut réinclure effectivement les personnes dans la DUDH. Alors considérons qu'elles sont toujours incluses, mais que leur modalité d'exercice de certains droits va varier ou peut être variable, effectivement, plutôt que considérer, comme nous le faisons déjà un peu facilement, que justement elles sont privées de leurs droits parce qu'elles n'ont pas la possibilité de l'exercer. Ça peut arriver au même résultat, mais justement quand on renverse la perspective, on n'arrive plus au même résultat. Le hasard fait bien les choses. Oui, Geneviève Demour, médecin à la retraite et présidente de France Alzheimer pour la Dordogne. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses que vous dites, dans la mesure où je crois que l'idée, c'est d'abord de valider la capacité de la personne malade dans sa famille, auprès des professionnels, que ce soit à domicile ou en institution. Ça, c'est la première chose, et que finalement, nous sommes tous responsables, coupables de cette invalidation de la personne malade à partir du moment où on pose le diagnostic, et que je crois que en tant que professionnel et en tant qu'association, et moi je me réjouis qu'à France Alzheimer, on ne parle plus uniquement de ces pauvres aidants avec ce fardeau terrible qui est sur leurs épaules, et que la personne malade soit reconnue dans sa dimension humaine, personnelle, capable de faire des choix, de pouvoir participer à ces ateliers de type éducation thérapeutique qu'on met en place. Et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi pour répondre à notre collègue de la consultation mémoire, c'est que effectivement vient le moment où, parce qu'il n'y a plus de mots, parce qu'il y a des comportements troublés,
Si on se pose la question de l'acceptation à ce moment-là, ça va devenir très compliqué. Mais je crois qu'il faut se poser la question de l'acceptation et de l'écoute du désir de la personne malade au moment du diagnostic, c'est-à-dire 15 ans avant ou 10 ans avant, pour pouvoir non seulement mettre en place tout le regard face à l'assentiment, bien sûr, mais aussi pour mettre en place des choses. Et si votre maladie évolue quand même, quelle sorte de prise en soin vous souhaiteriez? Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et je suis désolée, mais quand même, pour avoir exercé pendant de très très longues années dans les consultations mémoire, je ne suis pas sûre que ce soit un préalable et qu'il y ait des protocoles qui puissent obliger les professionnels de soins à dire ces choses-là, non seulement à annoncer le diagnostic avec toutes les précautions d'usage, bien évidemment, mais à pouvoir, puisqu'on sait que viendra le moment où la personne n'aura plus les mots pour le dire. Pourquoi moi, j'en ai fait l'expérience dans mon petit coin de la Dordogne, dans plus de 95% des cas. Alors, je ne suis pas chercheuse, je n'ai pas des statistiques, voilà, mais à chaque fois que je disais, et si malgré tout ce que l'on fait, la maladie évolue quand même, et le fait de rester à la maison, ça va poser des problèmes, ça va devenir peut-être compliqué dans votre maison, qu'en pensez-vous? Les gens y répondaient, je ne veux surtout pas peser sur mes enfants, je veux pouvoir aller à Beaumont-du-Périgord, mais pas au Bug, hein, parce que ça, je ne veux pas aller. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce recueil de choses qu'il faut absolument anticiper et qu'il faut pouvoir imposer, entre guillemets, aux professionnels. Je fais beaucoup de formations auprès des professionnels. La plupart du temps, elles répondent à des injonctions des familles. C'est les familles qui nous disent... Alors, je suis famille, je sais bien ce que c'est. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, nous les professionnels de l'intérieur, de quel consentement on parle et à qui on demande l'avis. Enfin, de remettre la personne malade, mais nous les professionnels. Enfin, voilà. Bonjour, je suis étudiant en soins infirmiers à Rennes en 3e année. Je suis également vice-président en charge de la défense des droits à la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Donc je suis en pleine rédaction de mon travail de fin d'études, donc le mémoire, qui porte sur l'adaptation de l'information, sur l'information donnée à un patient Alzheimer. Dans cette question, je voulais rajouter la notion de refus de soins. Ma guidante de mémoire m'a dit on ne peut pas parler de refus de soins, c'est un patient Alzheimer. C'est un patient Alzheimer, l'avis ne peut être libre et éclairé. Donc voilà, moi je me questionne. C'est ce que Catherine Olivet appelle la présomption d'incompétence, si je ne me trompe pas. Madame. Bonjour, moi je suis médecin anesthésiste Sylvie Hirsch. En pratique, j'ai une expérience et une réflexion à vous proposer. On demande un consentement. On ne peut opérer quelqu'un qui n'est pas sous tutelle, qui peut avoir une maladie d'Alzheimer et on demande le consentement. Je peux vous dire qu'aucun médecin anesthésiste ne préjugera de la non-compétence et si le patient dit « je ne veux pas être opéré », il ne sera pas opéré, il n'aura pas d'anesthésie. Bonjour, je suis Isabelle Robineau-Fauchon, je suis formatrice à la faculté de médecine de Paris-Est Créteil au département paramédical. Il y a 20 ans, j'assistais à la journée des patients dans le cadre de la psychiatrie. La première journée au ministère de la Santé, et il y avait des patients qui étaient là, qui ont pris la parole. Et j'étais en train de me dire, puisqu'on a parlé d'utopie, franchement, ce serait bien qu'un jour, il y ait des patients qui ont encore les mots pour le dire, qui soient à la tribune, avec vous, avec nous. C'est une utopie qui n'est pas très naïve, je vais vous dire. Je sais que depuis 20 ans, moi je me suis beaucoup battue dans le cadre de la psychiatrie, et aujourd'hui, j'ai changé un petit peu de métier. Les choses ont bougé. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a le droit d'être utopique et que ça marche et que ça peut s'inscrire. On parlait beaucoup des droits, on a parlé exactement des mêmes droits pour les patients qui sont hospitalisés en psychiatrie. On a fait un certain travail, c'est pas encore tout à fait réglé, mais enfin, je veux dire que les choses vont avancer. Donc d'une certaine façon,
faire participer les malades eux-mêmes tant qu'ils le peuvent, mais en psychiatrie c'est pareil. Il y a des moments où on ne peut pas prendre la parole, on n'a pas sa tête à soi, comme on dit. Je pense que c'est important. On parlait de la recherche. Associer les patients à la recherche. J'ai assisté à des protocoles de recherche pour des étudiants infirmiers dans un DU d'initiation à la recherche. Systématiquement, dans les protocoles éthiques, sont exclus les femmes enceintes et les personnes souffrant de troubles cognitifs. Donc, systématiquement, les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer sont exclues des protocoles de recherche. C'est un point sur lequel il faudrait peut-être s'intéresser. Voilà, bon, par rapport au consentement, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais la piste serait peut-être aussi, on parle beaucoup des patients Alzheimer, tant mieux. Maintenant, voilà, qui travaillent avec nous, qu'on travaille avec eux, voilà, qu'ils soient avec nous. Vous avez 100% raison. Et là, c'est nous qui faisons un mandat honorable. Depuis 2011, aux universités d'été, on invite des personnes qui ont des troubles cognitifs, des différentes maladies neuroévolutives. On a fait cette journée dans un temps extrêmement restreint et on ne l'a pas fait. Mais je peux vous dire que aussi bien... Non, mais bien sûr, mais on en est conscient et c'est une faiblesse de cette matinée. C'est évident et vous avez raison de le souligner. Moi, je partage votre avis. Mais ces personnes n'est parfait. On ne l'a pas pris comme une critique. Y a-t-il une dernière question ou intervention ? Alors, dans ce cas-là, je vous propose de faire 15 minutes de pause. Il est 11h moins 20, on reprend à 11h moins 5 avec la deuxième table ronde.